Journal de 6 heures présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Un peu moins de 24 heures après l'incendie de Witzenheim, cette petite ville d'Alsace se réveille sous le choc ce matin. Hier, un gîte de vacances s'est embrasé. Il accueillait au total 28 personnes, des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. 11 de ces personnes ont péri. Un drame et une vive émotion pour les quelques 8000 habitants de la commune. Le reportage européen de Tatiana Geselman. Parmi les personnes les plus choquées par l'incendie, les voisins immédiats de ce gîte de vacances, comme Christian. Quand je m'ai levé ce matin à 6h moins le quart, j'ai entendu des cris, je pensais que quelqu'un s'est fait écraser. Et après, j'ai tout de suite vu les flammes. Les flammes qui étaient en train d'engloutir ce qui était, il y a une dizaine d'années encore, la ferme de ses parents. Le maire de Witzenheim, Serge Nicole, est lui aussi très affecté. C'est très très dur. Je veux dire, moi j'ai du mal d'accepter cette situation. Je pense surtout à ces gens qui étaient venus en vacances passer 3 semaines. C'est vrai, un bon séjour, c'est terrible. C'est terrible. À côté de lui, sa fille peine à retenir ses larmes. Je suis très émue parce que mon papa est très ému forcément. Donc quand on voit un proche aussi mal, forcément, ça touche. On a toujours l'impression que ça se passe loin de chez nous et puis finalement, c'est juste à côté, c'est juste horrible quoi. C'est juste horrible. Même émotion pour une autre riveraine, Michaela, très touchée par le drame. J'ai une nièce qui est handicapée, adulte handicapée, qui fait régulièrement des séjours à l'aide de son foyer et forcément j'y ai pensé. Je me suis dit ça aurait pu être elle, j'aurais pu être dans la situation de ces familles-là. Elle a donc décidé hier soir de se rendre au rassemblement œcuménique organisé par la commune pour apporter son soutien aux familles des victimes. Près de 70 personnes étaient présentes. Le reportage de Tatiana Geselman à Witzenheim pour Europe 1. Réaction émue de l'exécutif hier. Emmanuel Macron a évoqué une tragédie. Mes pensées vont aux victimes, aux blessés et à leurs proches, écrit-il sur Twitter. Sur place, la première ministre Elisabeth Borne estimait qu'il était encore trop tôt pour tirer des enseignements. L'enquête, elle, démarre. La vice-procureure en charge du dossier avance l'hypothèse d'un feu couvent. Il faudra aussi déterminer si l'hébergeur a une responsabilité ou non dans ce drame. Chloé Lagadou, ces établissements, ces gîtes sont très encadrés. Quelles sont les règles d'accueil des groupes et les exigences de sécurité ? Eh bien, pour un groupe de moins de 100 personnes, les résidents sont accueillis dans ce que l'on appelle un établissement recevant du public avec un hébergement de nuit. Et dans ce type d'enceinte, les normes de sécurité incendie sont très strictes. Au moins 2 extincteurs de 6 litres, un système d'alarme audible dans tout le bâtiment et un éclairage de sécurité incendie pour indiquer les issues de secours. Dans les pièces à risque comme les cuisines, un détecteur de fumée est obligatoire et les consignes de sécurité doivent être impérativement présentes dans chacune des chambres. Autant de règles à respecter. Difficile alors pour les organismes de trouver des lieux accessibles et sécurisés pour leurs adhérents, explique Jean-Louis Garcia, président de l'association pour adultes et jeunes handicapés. C'est un exercice compliqué, mais il ne faut pas transiger. Ce que nous recherchons, c'est des lieux accessibles. Ensuite, respecter toutes les contraintes de la réglementation, et en particulier par rapport aux normes incendie. Quand nous sommes face un lieu qui ne l'est pas, on va ailleurs pour trouver l'endroit qui va être le plus adapté aux personnes que nous accompagnons. C'est un travail de recherche qui prend du temps et il faut prendre le temps. Le choix d'un établissement sécurisé est primordial pour aider les personnes atteintes d'un handicap mental à réagir vite et potentiellement sans accompagnateur lors d'un incendie. Et Chloé Lagadou pour Europe 1. Dans l'actualité également, ces images qui nous proviennent des incendies qui ravagent l'archipel d'Hawaï et qui sont terribles, des habitants se jetant dans l'océan pour éviter les flammes. Au moins 6 personnes sont mortes selon le dernier bilan provisoire. L'état d'urgence a été déclaré. Le président américain Joe Biden a ordonné cette nuit la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles. Europe 1, 6h05. Tout autre chose à présent, les poids lourds seront-ils bientôt taxés sur l'autoroute A1 ? C'est en tout cas une piste du gouvernement. Dévoilée par nos confrères du Courrier Picard, mise en place possible d'ici à 2026 et objectif, financer le canal Seine-Nord. Ce projet de liaison fluviale pour transporter les marchandises entre Paris et le nord de la France. Une nouvelle taxe qui fait déjà bondir les routiers, comme l'a constaté le correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier. Sur cette aire d'autoroute, des dizaines de poids lourds alignés. Dans sa cabine, Michel, prêt à prendre la route, direction Paris. Hors de question pour ce chauffeur de passer encore à la caisse. On paye déjà un maximum au péage. Si encore il y a une taxe en plus, ils ne vont pas suivre. Parce que le péage d'un camion, c'est pas le péage d'une voiture. C'est largement, tu peux multiplier par presque 10. Pour éviter d'être taxé, il faudrait alors trouver un itinéraire alternatif. Mais rallonger le temps de trajet n'est pas envisageable. Ça fait 3 heures à peu près pour l'île Paris.
sur autoroute. En national, il faut compter bien 2 heures de plus, minimum. Ça sera infernal. Infernal pour nous déjà. Ça va foutre un bordel partout. Sans compter le gasoil qu'on consommera plus car la vitesse ne sera pas constante, ajoute-t-il. Christophe Caron, président du groupement France TPE Transport. Cette taxe, ça va encore être du vol. Nous, on paye déjà l'autoroute une fortune. On doit pas être maintenant, à l'heure actuelle, on doit pas être à loin de 100 € l'aller-retour pour les camions comme les miens, comme les SMIL. Donc si nous rajoutons encore une taxe là-dessus, c'est plus possible. Pas le choix, conclut-il, on devra manifester comme en 2013. L'écotaxe avait été alors abandonnée après plusieurs démonstrations de force des routiers. Une taxe. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1. Une taxe pour les routiers et vos impôts à déclarer. Il vous reste jusqu'à ce soir minuit pour déclarer la situation de vos biens immobiliers. Ça se passe sur l'espace sécurisé du site impôts.gouv.fr, une plateforme qui a une nouvelle fois bugué hier après 3 reports de date butoir, notamment pour des soucis techniques similaires. Autre projet du gouvernement, former les aides-soignants expérimentés au métier d'infirmier en 2 ans au lieu de 3. Projet contre lequel les syndicats de la profession ont d'ores et déjà décidé d'engager un recours devant le Conseil d'État. Il est dangereux, dénonce-t-il, avançant une probable perte de compétences des infirmiers au détriment, je cite, des patients. Thierry Amouroux est porte-parole du SNPI, syndicat national des professionnels infirmiers. Ils ont l'idée de faire ce qu'ils ont fait dans les EHPAD. Plus de la moitié des personnels qui exercent en EHPAD ne sont pas des professionnels de santé. Ils ont l'idée de faire la même chose à l'hôpital. Lorsque vous avez quelqu'un qui est formé simplement en 2 ans et pas en 3, forcément, il y aura un déficit de compétences, un manque de connaissances, la méthodologie, la biologie, les soins d'urgence, et ça va se répercuter sur le suivi de la personne. On peut rater le suivi des effets secondaires des médicaments si on n'a pas eu l'enseignement de la pharmacologie. C'est une vraie mise en danger des patients qui, en plus, seront incapables de savoir la blouse blanche en face d'elle. Est-ce que ce sera une vraie infirmière formée en 3 ans ou est-ce que ce sera une infirmière formée partiellement en 2 ans ? Et des dossiers chauds pendant que le gouvernement est en vacances, une période de repos, mais pour peaufiner aussi la rentrée, et notamment pour les nouveaux ministres nommés fin juillet. Tous n'ont d'ailleurs pas choisi la même stratégie à l'approche de la rentrée, Maï-Hélène Trémollet. Oui, certains ont opté pour la solution studieuse, à l'image de Thomas Cazenave au compte public, qui devrait plancher tout l'été sur ses dossiers, ou Prisca Thévenot, nouvelle secrétaire d'État à la jeunesse, qui a préféré renoncer à ses vacances. D'autres ont fait le choix de la communication, comme Sabrina Agresti-Roubache, nommée à la ville, en pleine polémique après l'interview qu'elle a accordée au journal du dimanche. Mais pour Gaspard Ganser, ancien chef de communication de François Hollande, la stratégie médiatique est malgré tout beaucoup plus payante. Quand on n'existe pas médiatiquement, on n'existe pas politiquement. Si on laisse passer sa chance dans les premières semaines de sa prise de fonction, eh bien on risque de disparaître. On n'est pas un bon ministre en étant dans son bureau, on est un bon ministre en étant sur le terrain. L'été est un moment crucial, même si les Français sont en vacances, ils n'attendent pas que leurs dirigeants politiques soient en vacances comme eux. La pause estivale est donc une occasion pour les ministres d'incarner, de se démarquer à une période où les prises de parole se font plus rares, à l'image du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, très présent sur le terrain et la scène médiatique. À l'inverse, l'été dernier, l'absence de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique lors des feux de forêt ou des inondations, avait été très remarquée. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. À l'étranger, cette nouvelle journée probablement décisive sur la crise au Niger. Les pays ouest-africains de la CEDEAO se réunissent aujourd'hui pour un sommet extraordinaire. Objectif, définir leur stratégie face à des putschistes qui ne semblent pas disposés à la moindre concession. La junte qui accusait hier la France d'avoir violé son espace aérien et libéré des terroristes djihadistes, démenti formel de Paris. Et on décryptera cette situation au Niger avec notre invité tout à l'heure à 7h40, le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Et dans l'actualité également, un Allemand soupçonné d'espionnage au profit de Moscou a été arrêté hier. Cet homme, travaillant pour l'armée de Berlin, aurait offert ses services à l'ambassade de Russie. Il a ainsi transmis des informations qu'il avait obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles. Grâce à sa fonction, le suspect avait notamment potentiellement accès à des données sensibles, son département étant chargé d'équiper l'armée, d'assurer la mise à l'essai et l'approvisionnement du matériel militaire. Cela fait 100 jours aujourd'hui que les scénaristes d'Hollywood sont en grève, un seuil honteux dont les studios et les plateformes de streaming sont responsables selon le représentant de leur principal syndicat. Ces auteurs qui réclament des meilleures conditions de travail et des garanties sur l'utilisation future de l'intelligence artificielle qui menace leur métier selon eux. Il est 6h11, la suite du journal sur Europe 1. Victor Pourchet, Lionel Gougelot.
On en vient à notre série cette semaine sur Europe 1. Un jour, un métier de l'été. Et aujourd'hui, un job, la tête sous l'eau, scaphandrier. Des plongeurs appelés aussi pour faire des travaux de soudure, de découpage ou de remplacement de pièces mécaniques immergées. Métier surprenant où il faut être prêt à plonger dans tout type de conditions, vous allez l'entendre. Reportage à Toulon de Stéphane Burgat. Ok, parez, allez à l'eau. Leur champ d'intervention est vaste. Ce jour-là, les équipes d'ATSM plongent dans les cuves d'eau de sécurité incendie d'un parking souterrain. Les scaphandriers, comme Paul Lorenzi, s'adaptent à tout. Il est arrivé que certains plongent dans des cuves de moutarde ou de petits pois. Ça peut arriver. Le plongeur va toucher à tout. Que ce soit de la plongée dans du portuaire ou du nucléaire. Il faut changer une bride ou un joint. Ce sont des scaphandriers qui interviennent là-dedans. Une équipe de 4 personnes, à son tour, chacun revêt la grosse combinaison, reliée par un cordon ombilical jusqu'au poste de contrôle qui est installé, lui, dans une camionnette équipée. C'est sa base vie. On a donc l'air qui est dans des bouteilles comprimées. Tout arrive dans cette mallette qui gère les gaz. On peut mettre plus de pression ou moins de pression. Et par le biais de l'écran de contrôle, il va donc guider le plongeur pour contrôler l'étanchéité de la cuve. Ok, donc là tu es dans le sas de passage. Un travail en duo car les conditions de visibilité sont parfois compliquées. 90% du temps, ses yeux restent ses mains. Il faut savoir travailler dans le noir. Il m'est arrivé, moi personnellement, de faire des plongées de 3 heures dans le noir entièrement. Et c'est pourquoi les qualités requises pour apprendre le métier ne sont pas forcément celles qu'on imagine, selon Michel Thiel, directeur de formation à l'INPP Marseille. Dans l'eau, on n'a pas besoin de force, puisqu'on utilise les éléments. Le scaphandrier, c'est quelqu'un de pragmatique. Par contre, il faut avoir du sang-froid. Et la France compte actuellement 3 centres de formation de scaphandriers. Toulon, Stéphane Burgat, Europe 1. Et puis, c'était l'homme qui ne savait pas. Si, Victor Fourchet.